C'est Chers ça. collègues, bienvenue dans ce webinaire. Comme je l'ai mis dans le chat, l'ensemble des ressources qui lui sont dédiées sont disponibles sur le portail de la DAFNIC. Je vous ai mis l'adresse directe. Cependant, je rappelle que ce portail est mis à jour pratiquement en temps réel. Donc, allez faire un tour de temps en temps, comme à votre rythme. L'ensemble des ressources sont ici. Vous pouvez rentrer par Covid-19 ou par le menu. C'est exactement la même chose. Et bien ici, voilà, vous l'avez, réglementation des formations multimodales, ou bien par Covid-19, la page, donc le portail, vous allez avoir également la même chose, à savoir avec tout, voilà, vous l'avez ici, réglementation des formations multimodales. Dès que vous cliquez, vous arrivez sur la page. On va regarder pourquoi ce lien n'a pas fonctionné par rapport à ce que certains disent. J'ai vérifié l'ensemble des liens puisque vous les avez également sur le site web. Dès que vous arrivez sur le site de la DAFNIC, au cas où vous avez un problème, vous allez arriver ici, Covid-19, vous allez avoir immédiatement la vignette. Sinon, il est aussi dans le menu. Et ici, vous avez donc inscription et information, et vous avez le tableau qui vous donne l'ensemble des webinaires pour la phase 2. Je vous rappelle qu'il y a eu une phase 1 qui a traité plus spécifiquement de Classroom, de Meet et éventuellement on a abordé d'autres choses. La phase 2, on a répondu à des problématiques que vous aurez éventuellement exprimées, notamment comment on réalise une capsule, etc. Et puis donc le lien, normalement, vous l'avez ici. Donc Jean-Louis va vous présenter ce pourquoi vous êtes là, à savoir comment assurer la traçabilité des actions des apprenants, que dit la loi, que disent les lois, que dit la dernière loi, quelles sont les choses obligatoires, quelles sont les choses qu'on va mettre en preuve par rapport aux clients. Et ensuite, à chaque fois que vous mettez une question dans le chat, on va revenir dessus. Ça veut dire qu'à chaque étape, on va revenir sur les questions. Donc, n'hésitez pas à mettre les questions que vous souhaitez. Monsieur Santonneau, à vous. Merci Elias. Oui, donc effectivement, j'ajoute également que les ressources que nous allons vous présenter pendant ce webinaire sont intégrées également sur le site. Alors effectivement, en complément de ce qu'on a déjà pu proposer dans les précédents webinaires, où on s'attachait principalement à proposer des outils. Donc Elias l'a dit, on a répondu en urgence à la première problématique qui était de pouvoir mettre en place des outils rapidement, donc à travers les applications liées à votre compte Greta CFA. On a proposé des outils complémentaires là, suite à des demandes spécifiques. Et il nous a semblé intéressant quand même de faire un zoom sur la réglementation, puisque dans le cadre de la formation à distance, maintenant, nous avons une réglementation qui borde de manière assez claire les attendus qui nous concernent, nous, en tant qu'organisme de formation. Et ça nous semblait important parce qu'effectivement, on vous a demandé de répondre en urgence à des situations, dans une situation de crise, et de pouvoir assurer cette fameuse continuité pédagogique. Mais il nous semble intéressant que vous soyez quand même au clair avec la réglementation, parce que dans quelques semaines, quand tout sera revenu à la normale, on peut imaginer que les commanditaires, à l'issue de cette période, eh bien, ils vont vouloir jeter un œil sur ce que vous avez fait et vous demander de pouvoir être en mesure de rendre des comptes. Donc, si vous êtes déjà au clair avec le contexte réglementaire et que vous pouvez argumenter sur la façon dont vous avez mis en place les choses, ce sera quand même un plus important. Donc, je vais partager mon écran, voilà, pour dérouler quelques images qui vont venir m'aider à structurer mon propos. Alors, on va parler de réglementation concernant la formation ouverte et à distance. Donc, la formation ouverte et à distance, c'est une histoire relativement ancienne, puisqu'on a commencé à faire de la formation à distance dès les grands empires britanniques ou les grands empires coloniaux qui assuraient
la formation des enfants, de leurs expatriés, on va dire, ou de leurs colons à distance, mais c'est quand même quelque chose qui, dans le cadre de la loi, en tout cas en France, est relativement, a été encadré de manière relativement récente. C'est un cadre légal qui est très récent. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment on peut définir tout cela. Et cette histoire récente, vous voyez qu'elle elle se structure autour de 3 dates, 2001, 2014 et 2018. Alors, ces 3 dates qui viennent un petit peu petit à petit imposer ou proposer, enfin faciliter la proposition de la formation à distance dans un cadre réglementaire. Alors en 2001, ça s'est structuré autour d'une circulaire. Donc le mot il est important parce qu'une circulaire, ça reste une circulaire, c'est pas un texte de loi. Donc cette circulaire, elle visait en fait à venir à une époque où, ben, vous voyez, 2001, c'est un petit peu les débuts de la montée en puissance d'Internet, de tous ces outils un petit peu nouveaux, du web à la maison qui se généralise un petit peu. Donc la possibilité pour les organismes de formation de pouvoir mettre en place des choses à distance. Donc là, il n'y avait rien qui venait cadrer ces activités. Et cette circulaire, ben, elle visait un petit peu à préciser les droits, devoirs de chaque partie dans ce contexte, des obligations, entre guillemets, hein, mais il y a pas on ne peut pas parler vraiment d'obligations au sens strict, puisque ce n'est pas une loi, ce n'est qu'une circulaire, mais elle précisait quand même certaines choses. Donc on ne va pas rentrer dans le détail précisément, parce que ça n'a plus beaucoup d'intérêt, puisqu'elle est très ancienne et plus actuelle au sens de la loi, mais il arrive encore parfois que vous puissiez trouver dans le cadre d'appels d'offres, par exemple, où on vous incite à mettre en place des actions de formation à distance, des références à cette circulaire, parce que tout le monde, effectivement, mais y compris les commanditaires, ne sont pas toujours au clair avec les exigences de la loi. Donc c'est bien aussi d'avoir ces éléments en tête. Et dans cette circulaire de 2001, on mentionnait un document qu'on préconisait d'utiliser, qui s'appelle un PIF, protocole individuel de formation, et on en reparlera ensuite parce que c'est toujours un document qu'on peut utiliser pour mettre en place, dans le cadre de la mise en place de ces actions de formation à distance. Donc 2001, cette première circulaire, et puis plus rien jusqu'en 2014. Alors 2014, au travers de 2 étapes, la première, la loi du mois de mars, qui est venue un petit peu réformer cette réforme de la formation professionnelle, et au travers donc d'un décret d'application, au mois d'août 2014. Donc là, réellement, ce décret d'application est venu reconnaître, dans le Code du travail, la formation ouverte et à distance comme une modalité pédagogique à part entière. Et ce décret est venu préciser, du coup, des conditions d'application et de justification de la mise en œuvre et de la réalité de la formation dans le cadre de formation à distance. Donc effectivement, là, c'est un point important. Et donc, vous voyez ensuite que en 2018, il y a 2 nouveaux textes qui viennent compléter cela. Alors, la loi du 5 septembre. Alors, pourquoi je remets la loi? Parce que la loi du 5 septembre, si on déroule, on la retrouve ici, elle est venue redéfinir déjà la notion d'action de formation. Donc, au travers de cette redéfinition, hein, que je vous laisse, je ne vais pas la commenter, hein, tout est indiqué ici, et ce n'est pas la partie qui nous intéresse, mais au travers de cette redéfinition de l'action de formation, un nouveau décret, en date du 28 décembre 2018, donc je l'avais mentionné sur la diapositive précédente, pardon, un nouveau décret donc en date du 28 décembre 2018 et applicable depuis le 1er janvier 2019, est venu abroger le décret de 2014, est venu préciser donc des nouvelles modalités pour la justification et la prise en charge des formations à distance. Alors on aurait pu imaginer que ce nouveau décret soit venu compléter, préciser, être plus exigeant avec la loi. Au contraire, il est venu assouplir les conditions qui avaient été proposées dans le décret de 2014. Donc on va s'attacher à ce décret, hein, puisque c'est lui qui fait aujourd'hui, 2018, mais on va voir que, malgré tout, nous vous encourageons à
à rester plus dans les clous, je dirais, de la démarche et de la procédure de 2014 au terme des bonnes pratiques. Donc, c'est ce qu'on va voir. Il y a la partie loi, et après qui est venue assouplir le décret de 2014, mais nous, on vous conseille de rester dans les clous de 2014 de manière à être dans une démarche de bonne pratique avec vos stagiaires et avec les commanditaires. Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle reconnaît? Elle reconnaît que la formation ouverte est à distance est réellement une modalité pédagogique. Alors, d'abord, je voudrais faire un point sur un mot, parce que quand on parle de formation à distance, tout le monde comprend bien ce que ça veut dire, mais quand on parle de ouverte, ça, c'est pas forcément explicite pour tout le monde. Alors, ouverte, il y a deux représentations, un petit peu si on caricature ou si on schématise. Il y a une interprétation, on va dire, plus anglo-saxonne, où la notion d'ouverture renvoie à des dispositifs qui s'adressent au plus grand nombre, comme dans le O de open qu'on retrouve dans les MOOC, les massives open. Donc la notion d'ouverture dans le vocabulaire anglo-saxon renvoie plus à la notion d'accessibilité à un nombre important de personnes, alors que dans une interprétation plus francophone, en France et chez nos amis québécois qui sont très en pointe sur tous ces sujets de formation à distance, la notion d'ouverture, vous voyez, c'est inscrit dans la loi pour nous, c'est un dispositif souple de formation. Donc souple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ouvert, ça signifie que le stagiaire a un petit peu le choix dans la gestion de ses temps d'apprentissage quand il est à distance. L'unité de temps que l'on brise par la formation à distance, puisqu'on n'est plus sur un regroupé dans un même espace, sur un même lieu, sur une même durée, sur une journée de formation en présentiel, le temps n'est pas le même à distance. Donc on y reviendra dans ces problématiques de transposition d'une journée de présentiel en journée à distance. Ce qui nous importe, c'est la durée de formation, la durée estimée de formation. Et effectivement, si un stagiaire a 4 heures d'un parcours de formation à suivre, et ces 4 heures, elles ne vont pas être balisées le mardi matin de 8 heures à midi. Elles vont s'étaler sur une plage de temps plus importante. Et on va laisser le choix, la souplesse aux stagiaires de pouvoir choisir les moments pendant lesquels il va suivre ces 4 heures. Donc cette notion d'ouverture renvoie à cette souplesse et à cette liberté, entre guillemets, pour le stagiaire de pouvoir choisir les temps pendant lesquels il va pouvoir se former. Donc, la loi reconnaît que, vous voyez, que c'est un dispositif qui ne s'effectue pas sous le contrôle permanent d'un formateur. Donc, on reconnaît qu'il peut y avoir formation si, on va revenir après derrière sur les conditions, mais sans être directement en face à face ou en lien synchrone avec un formateur. Cette modalité de formation à distance, elle concerne tous les dispositifs d'accès à la formation, y compris l'apprentissage, et tous les dispositifs de financement. Donc, quel que soit le statut des stagiaires ou des apprentis, donc quels que soient les statuts des personnes auxquelles vous êtes confrontés, quelle que soit la modalité de financement de leur parcours, la modalité pédagogique formation à distance est mobilisable. Alors, on parle d'une modalité pédagogique, mais bien entendu, ça recouvre une variété de situations importantes. C'est du e-learning, c'est de la classe virtuelle, c'est des échanges téléphoniques, c'est des MOOCs, c'est de la correspondance par mail, on pourrait imaginer de la correspondance par voie postale, c'est des sites web, c'est énormément, ça recouvre énormément de situations, de réalité. On a même vu revenir un outil qui était, enfin revenir, on a même vu dans les outils qui sont proposés un éclairage à nouveau sur un outil qui a été très utilisé avant l'avènement de l'informatique, c'est la télévision. Donc, à travers des programmes de télévision, on peut faire de la formation et on peut proposer des situations pédagogiques. Donc, voilà pour une première phase de définition et de texte de loi. Donc, on va s'attacher un peu plus en avant à ce que nous dit donc la réglementation, donc selon le décret du 28 décembre 2018, donc qui est en vigueur. Donc cette réglementation et ce décret, il définit pour pouvoir justifier d'une action de formation à distance 3 conditions dites cumulatives, c'est-à-dire qu'il faut remplir ces 3 conditions, ce n'est pas l'une ou l'autre. Il y a 3 niveaux donc, un premier niveau d'information, donc le bénéficiaire, le stagiaire doit être informé des modalités selon lesquelles qui vont lui être proposées pour suivre son parcours de formation à distance.
On doit proposer une assistance technique et pédagogique aux stagiaires, et on doit être en mesure de réaliser des évaluations, puisque ce sont ces évaluations qui vont venir justifier, entre autres, de la production du stagiaire et donc de la réalité de l'action de formation. Alors, je vais m'arrêter avant un instant sur le deuxième point, sur la notion d'assistance technique et pédagogique. Donc tout à l'heure, je vous disais que par rapport à 2014, ce texte de 2018, il est venu un petit peu assouplir les conditions. Alors, notamment sur ce point. En 2014, le décret imposait, dans tous les dispositifs de formation à distance, un accompagnement technique et pédagogique. C'est-à-dire que les organismes de formation étaient obligés de mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement pédagogique et technique pour tous les stagiaires qui suivaient une formation à distance. Aujourd'hui, la loi parle d'assistance. Alors la nuance, elle est importante parce que, je reprends un exemple un peu commun, un lieu commun, mais qui est assez parlant. Si je pour effectuer mon trajet Bordeaux-Marseille, si je tombe pas en panne, j'appelle pas l'assistance. L'assistance, elle ne me sert qu'en cas de pépin. Donc là, c'est le même cas pour le stagiaire. On nous demande de proposer une assistance, c'est-à-dire si un stagiaire manifeste le besoin parce qu'il est en difficulté d'avoir recours à quelqu'un qui pourra l'aiguiller d'un point de vue technique, pédagogique ou méthodologique, peu importe, on a proposé, on lui a dit qu'il pouvait. Mais ce n'est pas obligatoire. Si le stagiaire ne se manifeste pas, on n'a pas besoin forcément d'avoir recours à ça. Alors, c'est là où je vous dis tout à l'heure, nous, on vous conseille concrètement de proposer un accompagnement, parce qu'on sait bien que dans les formations à distance, la difficulté, c'est facile de s'inscrire ou de participer à une formation à distance le premier jour, mais on sait bien que dans la durée, on a un taux d'évaporation ou d'abandon ou d'échec qui peut être très très important si on n'a pas un accompagnement extrêmement fort et permanent des stagiaires. Donc là aussi, ça renvoie aux notions de qualité de l'accompagnement. Si on propose un accompagnement qui est plus du type de l'assistance, c'est-à-dire un accompagnement réactif, ben ok, le stagiaire, il est en difficulté, il m'appelle, je lui réponds, j'ai rempli ma mission. Mais si on laisse des gens qui ne demandent pas, comme dans un groupe en présentiel, on a parfois des gens, ben, même s'ils sont en difficulté, ils ne vont pas demander de l'aide, ils ne vont pas oser, ils ne vont pas solliciter le formateur en direct. Quand on a un peu d'expérience dans l'animation en face à face, on sait aller chercher ces gens-là. Par contre, quand on est à distance, si on ne va pas les chercher, eh ben, on peut les laisser complètement s'isoler du reste du groupe et on peut perdre complètement le contact avec eux. Et puis, si on intervient trop tard, si on se réveille trop tard, ben c'est fini, ils ont raté ils ont pris trop de retard dans leur formation, on les perd complètement. Donc, de mettre en place un réel accompagnement dit là plutôt proactif, c'est-à-dire que je ne me contente pas de répondre aux sollicitations, mais je vais aussi régulièrement, moi, avec les outils numériques que je peux mettre en place, faire le point, voir l'état d'avancement des stagiaires dans leur parcours. Et si je vois qu'il y a des gens qui avancent un peu moins vite que les autres, mais je vais les solliciter directement pour savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais au moins on va les chercher et puis on crée du lien avec eux et on continue à entretenir la relation formateur, formé, apprenant, enseignant. Alors, je ne sais pas si vous voulez, Elia, je ne sais pas s'il y a eu des questions, je n'ai pas vérifié dans le chat. Est-ce qu'il y a besoin qu'on fasse un petit point d'étape, répondre à quelques questions si vous le souhaitez, utiliser le chat? Aucune question pour l'instant, mais il est temps de poser la question sur sa première partie, effectivement. Apparemment, c'est bon. En tout cas, il y a un seul commentaire. Donc, tu peux continuer. On va laisser un petit peu dérouler pour qu'éventuellement, on prenne des paquets de questions après ce paragraphe. Ok. Bon, merci Daniel, si c'est clair, parfait. Donc, nous venons de voir le contexte, les textes de loi et les exigences qu'ils imposent. Donc maintenant, ces textes, ils renvoient forcément à des documents. Donc, pour être dans les clous de cette loi, quels sont les documents obligatoires? Donc là aussi, ce que je vous disais, hein, le texte de 2018, il est venu alléger tout ça. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que 2 documents obligatoires. On va voir lesquels. Alors, vous vous rappelez les 3 niveaux que j'ai exprimés là pour justifier la réalité d'une action de formation à distance. Le premier niveau, c'est l'information. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Le seul document obligatoire à minima pour informer les stagiaires, c'est la convention de formation.
Donc, il n'y a pas d'autres documents obligatoires. Donc, le PIF que j'ai évoqué tout à l'heure, protocole individuel de formation, qui avait été mis en lumière lors de la circulaire de 2001, ce n'est pas un document obligatoire. C'est un document qui peut être utile. On va en parler dans quelques instants. Et il y a un autre document qui, lui, a été proposé, cadré dans le décret de 2014, qui s'appelle un programme de formation. Ce document, là non plus, n'est pas obligatoire, mais là aussi, on vous conseille, dans le cadre de bonnes pratiques, de le mettre en œuvre. Mais, au sens de la loi, la convention de formation suffit à remplir la mission d'information du stagiaire. Pour l'urgence, on va en parler aussitôt après. Donc l'urgence, la période de confinement, la période de crise sanitaire, elle est vraiment exceptionnelle à tous les points de vue. Donc on prendra le temps de clarifier cette partie. Effectivement, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas peut-être précisé. Là, je vous décris le cadre idéal dans un moment qui n'est pas celui que nous connaissons, un moment de crise. Donc, c'est effectivement ce qui doit être fait lorsqu'on est dans une situation classique. Alors, on va en profiter, effectivement, on peut faire ce point, puisque Daniel et Catherine nous font ces commentaires. Alors, Catherine, effectivement, tu as raison. En ce moment, pour effectivement se mettre dans les clous, vous avez proposé des conventions de formation à vos stagiaires dans le cadre d'un parcours de formation classique, en présentiel. Actuellement, vous avez mis en place une alternative, alors selon les modalités que vous avez pu mobiliser, les outils que vous avez pu mobiliser, qui intègre donc de la formation à distance. Effectivement, à minima, la bonne solution, là, c'est de proposer un avenant que vous pouvez donc faire signer à vos stagiaires qui vient repréciser dans ce cadre spécifique, en urgence, les modalités que vous mettez en œuvre, la stratégie que vous mettez en œuvre pour leur permettre de continuer et d'avancer dans leur parcours. Donc effectivement, nous on vous conseille de pouvoir, à minima, proposer ces avenants. Et ces avenants, ils vont... non, il n'y a pas un modèle spécifique. L'idée, c'est que vous puissiez, dans cet avenant, venir expliciter ce qui est modifié dans le contexte actuel, c'est-à-dire comment vous continuez à travailler avec vos stagiaires. Alors, il y a sur les personnes avec qui on était en contact, des dispositifs avec lesquels on a travaillé, il y a beaucoup de modalités différentes. Il y en a qui ont quasiment strictement remplacé les temps de présentiel par des temps de classe virtuelle, des face-à-face collectifs à distance. Il y en a qui ont mis en place des outils via Classroom, par exemple, qu'on a présenté la semaine dernière, qui ont mis de type e-learning, qui se combinent avec soit des temps en visio collective, soit de l'accompagnement individuel. Donc, c'est à vous de préciser dans cet avenant l'alternative que vous proposez pour vos groupes de stagiaires. Donc, il n'y a pas un modèle, c'est simplement de venir préciser que dans le contexte actuel, vous proposez cet avenant. Avec la difficulté, c'est que finalement, on ne sait pas jusqu'à quand il est valable, puisque pour l'instant, on n'a pas de lisibilité sur le moment de la sortie de crise et le moment où on pourra revenir à une situation un peu plus normalisée. Mais au moins, ça vous permet d'avoir une trace, là aussi, de l'information complémentaire que vous avez pu faire circuler à vos stagiaires, une trace formalisée au travers d'un avenant, et ce sera effectivement un gage là aussi de vos bonnes pratiques vis-à-vis de vos stagiaires pour les commanditaires. Ce webinaire a eu lieu hier après-midi pour la première session. Et je crois que c'était, je sais plus, avait proposé qu'il y ait un modèle unique pour le Greta CFA Aquitaine. Je crois que c'est Katia Boulanger. Donc, elle a déposé sur la fac Greta CFA une demande d'un modèle. Alors, oui, Daniel, vous avez fait signer un engagement, je vois qu'Isabelle dit la même chose. Alors, je ne sais pas si dans cet engagement, alors oui, ça peut suffire, c'est une trace. Hein, l'idée, c'est d'avoir des traces. Je ne sais pas si dans cet engagement, vous avez précisé un petit peu les modalités qui étaient proposées ou pas. Isabelle et Daniel, vous pouvez ouvrir vos micros éventuellement pour nous dire ce que vous avez fait.
On peut intervenir oralement? Oui, oui, Pour plus de simplicité. bien sûr. Bonjour à tous. Alors, moi, je parle d'un accompagnement à distance sur le dispositif des compétences clés. Donc, dispositif conçu en entrée-sortie permanente dans le cadre notamment donc, du PRF pour ce qui nous concerne. Donc, effectivement, comme la situation s'est imposée à nous, tout s'est fait dans la précipitation. Nous avons recueilli, alors dans un premier temps, nous avons recueilli oralement l'adhésion, enfin nous avons mesuré oralement la capacité de chaque stagiaire à pouvoir continuer la formation à distance, eu égard à leur équipement informatique. Alors nous accueillons des personnes quand même assez éloignées de l'emploi hein, sur ce dispositif. Et eu égard aussi aux conditions dans lesquelles chacun était dans son environnement de vie. Donc, premièrement, oralement, nous avons recueilli cette capacité à poursuivre sur cette modalité et nous avons recueilli aussi oralement l'adhésion à cette continuité pédagogique, donc en FOAD. Alors, au départ, ça n'a pas été par écrit, mais ça a été par oral. Ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, et assez récemment, nous avons transformé cette interrogation donc par écrit en recueillant l'adhésion des personnes concernées par un échange de mails. Et après, chaque formateur est venu expliquer aux participants poursuivant en formation à distance les modalités pédagogiques qu'ils allaient mettre en œuvre. Sur ce dispositif, on a choisi volontairement de ne pas imposer une modalité pédagogique puisqu'il fallait que l'on s'adapte aussi à la capacité de ces apprenants en continuité pédagogique à pouvoir s'adapter à telle ou telle modalité que l'on pouvait proposer. Voilà, ça a été notre choix. Donc, c'est très divers. C'est du Classroom, c'est du mail, c'est du Skype, c'est du Discord. Voilà, enfin, les modalités d'interaction et c'est de la transmission par mail sont assez diverses selon aussi les capacités techniques matériel de chaque personne. On n'a pas, pour finir, donc précisé par écrit les modalités que nous avions proposées, que nous avons mises en œuvre. Oui, alors Isabelle, j'entends très bien toute la souplesse dont vous avez essayé de faire part pour vous adapter effectivement à chaque situation de chaque stagiaire. Donc, ce qu'on essaie de dire, effectivement, donc vous avez fait signer, vous avez eu d'abord un engagement oral, donc vous avez vérifié les capacités matérielles aussi et techniques des uns et des autres à pouvoir suivre ces modalités de formation à distance. Vous avez proposé donc au travers des formateurs des modalités spécifiques pour les uns et les autres, donc tout ça c'est très bien. Alors c'est vrai que d'avoir une trace de ces modalités mises en œuvre pour chaque cas particulier ou pour chaque petit groupe, c'est un plus. Et la question que je voulais vous poser, parce que voilà, on va y revenir après, vous aviez ces stagiaires, lorsqu'ils étaient en présentiel, sur des plages horaires de combien de temps par semaine? Alors, oui, les plages sont de 3h30. Après, effectivement, selon les parcours, les durées hebdomadaires des parcours sont différentes puisqu'on est là sur des accompagnements individualisés. Donc, les durées de parcours hebdomadaires sont différentes selon les apprenants, mais les plages en elles-mêmes sont de 3h30. D'accord. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on va revenir, il y a un point clé dans la notion de formation à distance qui s'appelle la durée estimée. Et ces textes de loi-là, 2014 et 2018, ils sont venus cadrer ce qu'on facture aux commanditaires. Ce qu'on facture aux commanditaires, c'est ce que l'on a indiqué dans la convention ou dans le programme de formation que je voulais commencer à vous proposer. Dans ce programme de formation, il a un niveau d'information pour le stagiaire, mais il a un niveau d'information également pour le commanditaire. Il vient préciser la durée estimée du parcours à distance qui est proposé.
Et cette durée estimée, alors là, vous êtes en individualisation, donc c'est un petit peu une variante. On peut avoir des durées estimées qui soient individualisées. Mais pour les autres qui ont affaire ici à des groupes, dans le cadre d'actions collectives, PRF, ou dans le cadre d'actions entreprises, quelles qu'elles soient, on ne peut pas avoir des durées de formation différentes au sein d'un même groupe. C'est-à-dire que lorsque vous avez un groupe pour lequel vous proposez une alternative à la situation de présentiel qui était prévue en distanciel, si par exemple vous disiez nous on est sur des plages de 3h30, si vous avez une durée estimée de 3h30 pour réaliser les activités, cette durée estimée, elle est on va en revenir après dessus, mais elle est a priori comment dire, jaugée, étalonnée sur un stagiaire médian. Et ce que vous allez facturer au commanditaire, in fine, c'est, si vous avez 15 stagiaires, c'est 15 fois 3h30 de formation à distance sur la base de la durée estimée. Parce que quelle que soit la durée réelle qui sera nécessaire aux stagiaires pour réaliser les activités que vous avez proposées, qu'ils mettent 4 heures ou qu'ils mettent 2 heures, ce que vous allez facturer au commanditaire, c'est la durée estimée du parcours de formation, du module, de l'activité, de la séquence de formation qui est proposée. Donc, quand on est en situation individualisée, et c'est là où les avenants ou les documents ils permettent aussi de cadrer ça, c'est-à-dire que au bout du compte, ce qu'on est en mesure de facturer, c'est cette durée estimée de formation à distance qui a été étalonnée par les formateurs. Et dans une notion de groupe, elle est la même pour tout le monde. On est dans une notion forfaitaire. Donc, on va revenir sur continuer à approfondir ces points. Mais en tout cas, je vous engage, enfin comme l'ont fait Isabelle et Daniel, à formaliser le plus possible, à avoir des traces le plus possible de ce que vous mettez en place. Effectivement, c'est le bon réflexe à avoir, parce que, encore une fois, je le répète, hein, on vous a demandé en urgence de trouver des solutions, de trouver des alternatives, mais même si on peut imaginer que dans le contexte actuel, les commandes cas seront plus souples, s'adapteront, seront moins exigeants comme avec les traces, mais ils vont quand même vous demander des comptes au bout d'un moment, parce que quand il va falloir signer des chèques, ils vont vous dire, attendez, mais là vous me dites que monsieur machin, il a fait 50 heures de formation, mais comment je sais qu'il a fait 50 heures de formation? Qu'est-ce qui me prouve qu'il a fait 50 heures de formation? Donc ce sera important de pouvoir être en mesure de formaliser tout ça, donc au travers d'un point de vue l'information, d'un avenant, d'un document que vous avez fait signer, d'un engagement, d'une information que vous avez faite, de garder, vous disiez, voilà, dans l'absolu, ça aurait été bien de, quand les formateurs ont informé, là, Isabelle, vous parliez, les stagiaires du parcours spécifique, individualisé qu'ils mettaient en œuvre, ben, avoir un document récapitulatif, avoir une trace du moment où ils ont eu cet entretien, par mail, par téléphone, enfin, de noter ça quelque part, c'est important aussi, de manière à pouvoir le justifier ensuite. Parce qu'il y a fort à parier qu'on nous demande des justifications. Pardon, donc je reviens sur la slide ici. Donc je vous disais que au sens de la loi aujourd'hui, le seul document obligatoire, c'est la convention de formation. Mais dans un monde idéal, quand tout sera passé, et quand vous voudrez à nouveau mettre en place des formations qui intégreront des parts de formation à distance, des briques de formation à distance, des modalités de formation à distance, nous vous conseillons de proposer ce programme de formation. Donc ce programme de formation, qu'est-ce qu'il vient indiquer en complément de la convention? Bon, c'est un peu signé, mais ce qu'on va venir voir, donc le niveau de connaissance préalable, donc avoir des notions de prérequis. Et vous voyez ici, on a parlé des moyens pédagogiques, techniques et des moyens d'encadrement. Donc effectivement, en 2014, on nous disait c'est très bien de mettre en place des formations à distance, mais alors qui fait quoi? Alors, qui est-ce qui justifie, qui est le référent pédagogique dans telle discipline, dans telle matière? Qui va permettre, si les stagiaires ont des difficultés, qui va leur permettre de s'organiser mieux? Qui va leur permettre de pouvoir, s'ils ont une difficulté technique, de connexion, d'utilisation d'un outil, qui va les renseigner? Donc ces moyens, dans le programme de formation, donc on nous demande de préciser qui fait quoi, comment il le fait, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire « Monsieur Santonneau est votre référent technique ». Oui, d'accord, Monsieur Santonneau est mon référent technique, mais je le joins comment? Par téléphone, par mail, il y a un forum éventuellement, il y a, selon les outils qu'on utilise, il y a un fil de chat, il y a quelque chose. Et si je sollicite Monsieur Santonneau, il s'engage à me répondre dans combien de temps?
parce que là aussi, ben, ça fait partie des bonnes pratiques. Il ne suffit pas de proposer un accompagnement, il faut aussi avoir des engagements. Donc, si M. Santonneau dit, voilà, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail, vous avez une difficulté, et je m'engage à vous répondre dans… Alors là, il n'y a pas il n'y a pas de texte qui vient de dire, vous devez répondre dans tel délai. Mais à nous, en fonction des moyens que nous avons, des moyens réalistes, de dire, OK, mais moi, je peux m'engager à vous répondre dans les 12 heures, dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Et de la même manière, pour les formateurs dans les modalités d'accompagnement pédagogique. Donc, vous avez vu, hein, la loi, elle ne demande pas ça. Mais là, on est bien en termes de bonnes pratiques. Et si vous mettez en place ces éléments, vous aussi, ce sera des plus pour garantir la qualité, je parle au sens strict, hein, pas au sens de processus qualité, mais la qualité de votre dispositif de formation. On sait que, alors peut-être que la situation actuelle va changer les choses, mais on sait quand même que généralement les commanditaires peuvent être un peu frileux quand on leur parle de formation à distance. Ils n'ont pas toujours l'impression que ça va être réellement une formation. Donc là, de venir mettre en place ces garde-fous, ces repères, c'est important pour tout le monde. Il y a la loi, pardon, il y a la loi, effectivement, mais il y a ce que exigeraient les employeurs, enfin les clients. Les clients ils ont une exigence qui va au-delà de la loi, notamment en matière de preuve. Ouais. Quelle est la différence entre programme de formation et PIF? Et donc, en complément, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Non, j'ai raté la question, donc je reprends le chat. Donc, Madame Pujol, quelle est la différence entre le programme de formation et le programme individuel de formation? Alors, entre le programme de formation et le protocole individuel de formation, le PIF, je vais y revenir juste après. Il n'y a pas de différence dans le contenu. La grande différence, c'est que le PIF est un document signé par les trois parties. Donc, on va y revenir après. Donc, c'est la différence, c'est que c'est un engagement contractuel, du coup, entre les trois parties. On va voir comment on l'utilise et comment on peut le mobiliser ensuite. Il y avait d'autres questions que j'ai ratées? Non. Non. Bon, alors je reprends le fil. Donc, le programme de formation, donc au sens du décret de 2014, ce programme de formation, il demandait aussi d'inclure, donc c'est ce que je disais à quelques minutes auparavant, la nature des travaux demandés aux stagiaires et le temps estimé pour les réaliser. Donc là, c'est un mot important, cette notion de durée ou de temps estimé. Donc dans tout, je dis bien tout, les activités que vous proposez à distance, on doit retrouver cette notion d'estimation du temps. Si vous avez un module de 10 heures, la durée estimée de ce module est de 10 heures. À l'intérieur de ce module, vous avez une série d'activités. Chaque activité a une durée estimée. J'ai une activité pour laquelle j'ai proposé différentes ressources à consulter. Il peut y avoir une vidéo à regarder, il peut y avoir un PowerPoint, par exemple, comme ceci. Il peut y avoir un exercice d'application ou la production d'une synthèse écrite, la réponse à un questionnaire. Donc, ces 5 grammes pédagogiques, ces 5 ressources combinées sont une activité pédagogique. Et cette activité, je dois en indiquer la durée estimée pour la réaliser. Et la durée estimée pour un stage… Alors, je le répète, hein, là, on doit jauger ça par rapport à… C'est une difficulté qui est pas évidente à surmonter, ou en tout cas c'est pas facile de s'y confronter au quotidien, mais c'est vraiment le socle là de la formation, enfin des socles, un des piliers de la formation, de la conception des parcours de formation de distance, c'est d'arriver à toujours bien indiquer de manière claire la durée estimée nécessaire pour réaliser les activités. Car je le répète, c'est cette durée estimée qui est forfaitaire, c'est-à-dire quel que soit le temps réel que passe un stagiaire sur l'activité, c'est cette durée estimée qui est facturée pour un même groupe d'apprenants au commanditaire de la formation. Donc ça, c'est important. Il faut que ce soit bien lisible dans tous les documents qui sont proposés aux stagiaires et aux commanditaires. Et donc, le corrélat de tout cela, on va s'appuyer là-dessus aussi, c'est pour justifier de cette traçabilité, on va y revenir ensuite, on doit être en mesure de pouvoir conserver une trace des productions réalisées par les stagiaires, car c'est
cette trace des productions qui va nous permettre, au sens de la loi, de justifier de l'assiduité du stagiaire en formation à distance. Assiduité, ça veut dire qu'il a réalisé les activités qui lui étaient proposées. Donc, si je reprends l'exemple précédent, si dans mon activité, je propose une ressource vidéo et un PowerPoint à consulter, et que je dis, il y a 30 minutes, vous avez 30 minutes pour les réaliser, je n'ai pas le moyen de vérifier que la personne a réellement lu le PowerPoint, consulté le PowerPoint ou visionné la vidéo. Par contre, si j'augmente un petit peu la durée de cette activité en proposant un exercice d'application, une synthèse écrite, répondre à un questionnaire, là, j'ai un élément qui permettra, alors il faut bien sûr mettre en place la possibilité de tracer cet élément avec comment dire, la possibilité de reconnaître, d'avoir le nom de la personne. Alors avec ça, avec tous les outils numériques qu'on a, les Google Docs, avec les plateformes de formation à distance, avec les questionnaires en ligne, on peut récupérer les noms, on sait quand ils ont répondu, on sait à quelle heure, etc. On a toute cette possibilité, mais il nous faut un élément qui me permet de justifier que, ben voilà, j'ai demandé au stagiaire de me faire une synthèse écrite sur ce qui était sur le contenu de ma vidéo ou de mon PowerPoint, ou j'ai proposé un questionnaire qui reprenait les points clés, les éléments clés qui étaient soulevés par ces ressources. Là, j'ai la trace. Et là, je peux justifier de l'assiduité du stagiaire à cette partie de l'activité. Et donc, il faut fonctionner comme ça en alimentant brique par brique ces éléments, ces différentes activités dans toutes les modalités, dans tout le parcours de formation à distance. On y reviendra après, c'est ce que vous êtes confronté. Si j'ai un temps d'échange téléphonique pour faire de l'accompagnement, alors là aussi, il y a plusieurs façons de matérialiser. Un envoi de mail pour prendre le rendez-vous, un mail derrière pour dire merci d'avoir participé à cet entretien, de manière à ce qu'on ait une trace écrite. Là aussi, on vous engage à aller, si c'est possible, à utiliser les outils de visio. On peut, de la même manière que ce qu'on fait là, avoir, au lieu d'avoir un coup de fil, avoir un échange visio avec un stagiaire. On fait une capture d'écran. Si vous utilisez tous les outils qui sont intégrés dans votre suite Greta CFA, reliés avec les comptes des stagiaires sur ce format en ligne, vous pouvez avoir des agendas partagés. Donc là aussi, quand il y a des rendez-vous individuels ou collectifs, ils sont stipulés dans les agendas partagés. Là aussi, ça vous fait des éléments de trace de toutes les modalités d'accompagnement qui vont venir compléter les traces que vous avez sur la production des stagiaires. Donc, ce qui vous permettra de justifier de la réalité de l'action de formation. Donc, vous avez vu un petit peu, hein, on a repris là, rapidement tous les éléments du programme de formation. Donc, je répète, c'est un document à mobiliser en termes de bonnes pratiques. Et donc, pour revenir à la question de Géraldine, donc, quelle différence avec le protocole individuel de formation? Donc, dans le contenu, on ne va pas avoir de différence réelle. La différence, effectivement, c'est que ce protocole est un document, je le disais, contractuel, qui va être signé par les trois parties. Les trois parties, c'est-à-dire le stagiaire, l'organisme de formation et le commanditaire. Alors, pourquoi et comment utiliser un protocole individuel de formation? Alors, il y a deux situations, à mon sens, qui sont importantes. Ça va être toutes les situations où on sent qu'il peut y avoir une problématique ou un litige quelconque dans la concrétisation du parcours. Par exemple, imaginez que si vous avez un parcours, voilà, on ne l'a pas reprécisé, mais bien entendu, personne ici n'est adepte des parcours 100% à distance. Un parcours, c'est un parcours multimodal qui va combiner différentes situations. Donc, s'il y a une situation de formation à distance et que vous avez affaire à des salariés d'entreprise, pour lequel l'entreprise vous a demandé de mettre en place une partie à distance, alors là, il va y avoir différentes situations, différentes possibilités. On l'a dit tout à l'heure, ouverte, ça veut dire un dispositif souple. Alors, dans ce que vous contractualisez avec l'entreprise, ces temps de formation à distance, quand est-ce qu'ils se déroulent? Est-ce qu'ils se déroulent sur le temps de travail ou est-ce qu'ils se déroulent hors temps de travail? Déjà, un point clé. S'ils se déroulent sur le temps de travail, est-ce que l'entreprise a les moyens de donner un espace physique, un bureau dédié ou une salle dédiée dans laquelle le salarié pourra venir s'installer lorsqu'il a à suivre son parcours de formation à distance? Est-ce qu'il aura un équipement dédié? Est-ce qu'il aura... voilà, enfin, il y a toute une série de points comme ça qui peuvent être compliqués. S'il suit son temps de formation, enfin, si c'est en dehors du temps de travail, ben comment c'est
comment c'est pris en compte dans sa relation avec l'entreprise. Enfin, dès qu'il y a des points qui peuvent sembler litigieux, le protocole, là, vous pouvez ajouter aux éléments qu'on a vus sur l'organisation du parcours, sur les modalités d'accompagnement, vous pouvez intégrer dans ce protocole des engagements spécifiques de chaque partie. L'entreprise s'engage à mettre à disposition du stagiaire un PC avec une connexion Internet, avec une webcam, avec un micro-casque, par exemple, pour pouvoir suivre, participer aux classes virtuelles qui sont proposées sur les temps de travail. Le stagiaire s'engage à suivre toutes les situations, toutes les modalités qui lui sont proposées, s'engage à respecter les échéances de la formation qui lui sont proposées, etc., etc. Et l'organisme de formation s'engage à accompagner les personnes en cas de difficulté, etc., etc. On peut venir préciser un certain nombre de choses et on va chacun signer en bas. Donc, ça contractualise un engagement de chaque partie. Donc, quand on peut penser qu'il y a des situations qui peuvent être qui peuvent prêter à litige, on vient cadrer ça, border ça avec le protocole individuel de formation, même si ce n'est pas un document obligatoire. Et le deuxième type de situation où il peut être important, vous voyez ici, je l'ai mis, on peut jalonner des parcours. Alors, ça ne nous concerne pas là directement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'idée, c'est que si on mettait en place des parcours avec des parcours multimodaux sur des durées assez longues, certifiants, diplômants, où on va avoir des stagiaires qui vont rentrer en formation au mois de septembre et qui vont en sortir au mois de juin. Si dans ce parcours, tous les mois, ils ont, 20 heures de formation à distance, par exemple. Le fait de mettre en place un protocole individuel de formation qui va intégrer des jalons, c'est-à-dire qu'on va dire, sur le mois de septembre, il y a 20 heures de formation à distance. À l'issue de ces 20 heures de formation à distance, fin septembre, on propose un outil d'évaluation en ligne qui permet de vérifier les acquis du mois de septembre. Et je fais pareil pour le mois d'octobre, pareil pour le mois de novembre. Quel est l'intérêt? Et ça a été stipulé dans le PIF. L'intérêt, c'est que si vous avez des apprenants qui disparaissent en cours d'année, vous n'avez pas signé de protocole, vous n'avez pas mis en place de jalons, le stagiaire commence son parcours au mois de septembre, au mois de janvier, il s'en va. Vous, votre document, votre programme de formation, au départ, il stipule que la durée estimée du parcours, elle allait de septembre à juin, et que le stagiaire, donc vous ne pouvez pas justifier de son activité sur la totalité du parcours. Donc, vous ne pouvez pas facturer le temps qu'il a passé en formation. Si, par contre, vous avez mis ces jalons, et stipulé dans le protocole que, à l'issue de chaque jalon, il pourra y avoir la facturation du temps de formation écoulé, eh bien, si le stagiaire s'en va en décembre, vous pouvez reprendre au travers de la traçabilité et du jalon de l'évaluation du mois de septembre, du mois d'octobre et du mois de novembre, avoir les éléments justifiant de l'assiduité de ce stagiaire sur les 3 ou 4 premiers mois de sa formation et facturer quand même ces 4 premiers mois. Donc voilà les deux situations dans lesquelles le protocole il peut avoir, à mon avis, un sens. C'est dans les situations qui peuvent sembler litigieuses et dans le cas de parcours plus long où on veut venir un peu, là aussi, s'assurer que si on perd des stagiaires, on ne perd pas complètement le temps qu'on a consacré en charge de formation, d'accompagnement, et qu'on puisse facturer à minima le temps auquel ils ont le temps pendant lequel ils ont suivi leur formation. Donc j'espère avoir répondu aux questions. Donc je vous ai dit, je reprends les 3 niveaux. Information, donc avec à minima la convention de formation dans la loi, plus dans la démarche de bonne pratique et selon les situations, le programme de formation et le protocole individuel de formation. Le niveau d'évaluation qui vient permettre, au travers la traçabilité des productions des stagiaires, de justifier de l'assiduité. Et donc, le dernier document obligatoire qui est lié à cette justification de l'assiduité, c'est... pardon, alors je vais... tout ça, je l'ai repris. Le certificat de réalisation. Donc, ce certificat, il est commun aujourd'hui à tous les dispositifs de formation. Ce n'est pas un certificat spécifique à la formation à distance. Donc, au sens de la réglementation, donc ce certificat doit reprendre voilà, ces éléments, intitulé de formation, date de début, etc., l'évaluation. Et ici, donc, on doit être en mesure de, au travers de ce... Donc, je répète, la logique, c'est que vous avez proposé un parcours. Ce parcours a une durée estimée. Vous justifiez de la réalisation de parcours, vous êtes en mesure de justifier de la réalisation de parcours et de la réalisation de cette durée estimée de formation par la traçabilité des productions du stagiaire que vous avez
récoltés. Donc, si vous avez tous ces éléments, le stagiaire a réalisé ses évaluations. Alors, on n'est pas à savoir s'il a réussi ou pas réussi. Le tout, c'est qu'il les ait faites, qu'il les ait réalisées. Il a réalisé, vous avez la trace qu'il a fait les activités qui lui étaient proposées. Il a donc accompli la durée estimée du parcours que vous aviez proposé. Vous êtes en mesure donc de proposer, de rédiger ce certificat de réalisation qui fait foi et qui permet de déclencher la facturation. D'accord? Tous les éléments, on y revient, de trace après, vous les donnez pas au commanditaire à ce moment-là, mais vous les archivez. Et au sens de la loi, vous devez être en mesure, nous devons être en mesure, en tant qu'organisme de formation, de pouvoir, en cas de demande du commanditaire, en cas de contrôle du commanditaire, pouvoir produire les justificatifs qui permettent d'attester de l'assiduité du stagiaire dans sa formation à distance pendant une durée de 4 ans. Donc là aussi, hein, vous voyez que c'est important. Plus on multiplie, plus on valorise et on mutualise les traces numériques qui peuvent être faites au travers des outils qui sont mis à votre disposition. Donc, on ne va pas revenir sur les outils, mais il y a les plateformes de formation à distance type YTA que nous avons qui font ça très bien. Mais au travers des outils que vous avez aussi et que vous utilisez là, tout à l'heure, vous parliez de Classroom, je ne sais plus Isabelle, vous parliez d'autres outils, là je ne les ai pas tous retenus, pardon. Mais là aussi, il faut essayer d'avoir une trace de ce que font les stagiaires, de manière à pouvoir venir dire, effectivement, mais je pourrais, si vous me le demandez, justifier au travers des traces que j'ai, de la validité de mon certificat de réalisation que je vous remets in fine et qui me permet de déclencher ma facturation. Est-ce qu'il y a des questions à... Aucune question pour l'instant. On continue. Ah, question vient d'arriver. Pour les échanges de Skype, quelles sont les traces valides? Les copies d'écran. Oui. Oui, effectivement, hein, que ce soit les échanges visio. Alors, il y a plusieurs modalités, hein, mais à minima des copies d'écran. Tout à l'heure, je vous parlais aussi effectivement des traces qu'on peut avoir dans les agendas partagés. Quand on utilise les outils de visio, il y en a plusieurs, mais on peut aussi combiner à ces temps de visio, qu'ils soient individuels ou collectifs, des outils type sondage ou questionnaire. On fait un questionnaire en direct. Alors, il y en a peut-être qui connaissent le Kahoot ou d'autres choses. Si vous avez une trace à un moment aussi d'avoir que toutes les personnes étaient présentes à un moment. Si on fait, on peut imaginer aussi bêtement faire un appel à distance, si vous êtes avec des stagiaires, et puis avoir un enregistrement, comme je suis en train de le faire, vidéo de cette visio. Il y a plusieurs astuces ou options, plusieurs options pour pouvoir effectivement conserver une trace de ces moments-là aussi. On profite de cette question également pour dire qu'il faut distinguer véritablement. Non, je laisse priorité à la question. Bonjour, si on laisse, je reprends la question. Si on laisse les devoirs rendus sur Classroom et donc le Drive, ils resteront après les autocontrôles, est-ce que c'est dans les budgétaires? Alors, comme il faut les laisser, vas-y. Oui, pardon. Alors Valérie, c'est une question effectivement qu'on a eue hier, une interrogation qu'on a eue hier concernant des gens qui n'avaient pas, ou des formateurs ou des formatrices qui interviennent ponctuellement au sein du Greta CFA et qui n'avaient pas d'adresse Greta CFA. Alors pour certains, des adresses ont été créées en Greta CFA, pour d'autres, on a créé des adresses en se former en ligne. Alors, si le Greta CFA décide de ne pas maintenir les adresses Greta CFA pour cette catégorie de personnel, nous, on peut très bien continuer à vous, déjà c'est un premier point, à vous laisser accès à des adresses se former en ligne pour que vous puissiez continuer à utiliser les outils avec les stagiaires du Greta. Mais pour répondre concrètement à votre question, donc les devoirs que vous pouvez mettre en œuvre dans l'outil Classroom et qui donc sont automatiquement sauvegardés dans votre espace Drive. Vous, ils sont sauvegardés sous votre compte Valérie Lelièvre @gretacfa-aquitaine.fr. Il faut, si on veut, parce que c'est pas vous qui administrativement serez en mesure ensuite de justifier, enfin c'est pas votre rôle, votre tâche, c'est pas vous que ça incombe de justifier. Si dans 3 ans, le commanditaire de la formation que vous organisez demande à
vérifier la réalité de l'action de formation d'un stagiaire actuel, c'est pas vous qui serez contacté, c'est le GRETA. Et c'est l'organisation administrative du GRETA. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce travail, c'est un travail aussi commun, qui n'est pas du ressort que du formateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traces que vous conservez au travers des outils, si vous utilisez Classroom, le dossier Drive que vous avez, il faut le partager. Et il faut le partager avec le CFC, avec l'assistant de formation du dispositif, avec le service qui va générer la facturation. Il faut qu'effectivement, il y ait une organisation pour l'archivage de ces données et pour le partage de ces données avec l'ensemble des intervenants de votre dispositif de formation. Parce qu'effectivement, si vous, à la fin de votre contrat, vous supprimez les données, le GRETA ne pourra pas justifier ensuite. On doit être en mesure de justifier pendant 4 ans. Donc, effectivement, qu'il y ait un partage de ces éléments avec les services administratifs, quel que soit le type de trace. Hein. Tout ça, c'est effectivement à partager. Oui, je vous engage effectivement à vous mettre en relation avec les cordeaux, avec les CFC, pour envisager ensemble comment effectivement vous organisez cet archivage des traces. Kahoot peut fonctionner par la visio. Alors Kahoot, le principe de Kahoot, c'est qu'on peut interroger des personnes en direct et elles répondent via leur smartphone. Donc qu'ils soient en présentiel ou en direct, ils vont utiliser leur smartphone pour répondre à une question. Donc oui, ça fonctionne quelle que soit la situation. Alors pour les appels téléphoniques, effectivement, les traces, alors c'est pour ça que on vous engage, si possible, dans la mesure où, par exemple, l'outil qu'on utilise, la Meet, on peut le faire à plusieurs, mais on peut le faire en relation binaire, c'est-à-dire en tête-à-tête. Donc, l'outil Meet, il fonctionne très bien avec un smartphone. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un PC pour vous connecter. Donc, si vous pouvez, au lieu remplacer l'appel téléphonique par un appel visio, pour lequel vous pourrez avoir un enregistrement, une capture d'écran, une trace du chat, des choses comme ça, ce sera mieux. Si ce n'est pas possible, si les personnes n'ont pas du tout de smartphone, par exemple, et que vous ne pouvez les contacter que par téléphone, là aussi, on vous engage à avoir une trace de ça, donc avoir une invitation par mail. Donc, je vous donne rendez-vous demain par téléphone à telle heure pour faire le point sur votre parcours. À l'issue, vous pouvez avoir un autre échange de mail qui dit merci d'avoir été présent. Vous pouvez avoir, je le disais, sur un agenda. Vous pouvez avoir aussi, hier on l'évoquait, on pourrait avoir un cahier de suivi ou un document de suivi que vous élaborez au fur et à mesure. Si vous avez plusieurs appels avec les mêmes personnes, vous notez la date, l'heure, la durée de chaque appel. Et à l'issue, à la fin du parcours, vous faites signer ce document par le stagiaire. Et vous, le formateur, vous signez également, les deux parties signent en disant, voilà, on récapitule et on atteste qu'on a bien eu tous ces échanges. Il y a plusieurs modalités. Oui, Elias, pardon. Il faut bien faire la différence entre cette période exceptionnelle et une période normale. Donc, vos questions, je pense qu'elles relèvent plutôt de cette période exceptionnelle. C'est-à-dire, on a mis des choses rapidement, on a mis des ressources rapidement, on a mis plusieurs modalités de contact avec les apprenants, téléphone, visio, mail, etc. Donc, pour résumer la situation actuelle, il faut faire un avenant. On y travaille, il y a eu ce que j'ai dit tout à l'heure avec le GRETA pour vous fournir un modèle. J'ai vu tout à l'heure que quelqu'un a envoyé un modèle à Jean-Louis, donc on verra aussi. Ensuite, deuxième chose, à la fin du confinement, à la fin de cette crise sanitaire que j'espère le plus rapidement possible, vous avez aussi des attestations possibles, ça veut dire que des apprenants, vous pouvez leur donner un formulaire préétabli en disant, voilà, je vous ai contacté, on a travaillé, je sais pas, 3 heures, tel jour, tel jour, tel jour, de telle heure à telle heure. Le déclaratif des apprenants aussi, c'est une preuve. La déclaration sur l'honneur, les copies d'écran, les agendas partagés, enfin toute preuve physique qu'on peut regarder, qu'on peut clairement identifier, même une copie une copie, pardon, c'est pas une copie d'écran. Quand vous prenez comment on dit,
sur le téléphone, quand vous êtes en communication, où vous avez la durée, vous avez le nom de la personne. Si vous faites une copie de votre écran de téléphone, ce sont des preuves. Parce que nous ne savons pas ce qu'ils vont demander. La région Nouvelle-Aquitaine, le Pôle emploi ont annoncé qu'ils allaient demander, lorsque on a déclaré la continuité pédagogique par un centre de formation comme établi, donc ils vont vous demander forcément qu'est-ce que vous avez mis en œuvre. Alors, il y a ceux qui ont utilisé YTA, là, toutes les preuves, on les a en ligne. Ça veut dire le travail des apprenants, c'est-à-dire tout ce que l'apprenant a fait, c'est tracé, ce que sont les activités, et on voit sur les Classroom, vous devez effectivement donner accès à, c'est pas à vous de prouver, c'est pas à vous de transmettre aux clients. Ce sont, bien entendu, c'est administratif. Mais si vous gardez si vous ne partagez pas, l'administratif ne peut pas. Donc, faites la différence entre cette période exceptionnelle, et je pense que Pôle emploi ou la région ou autres, ils vont pas non plus être. Enfin, je pense que il y aurait beaucoup de preuves recevables. Voilà. Tandis que dans une période, je vois Madame Bonadeo qui est ici, ce sont des parcours qui ont été construits sur un an, etc. C'est beaucoup plus facile. C'est même, vous n'avez même pas à vous inquiéter de ce genre de choses parce que nous avons prévu dans le parcours des activités qui sont les preuves, tout simplement, de la réalisation et du suivi des apprenants. Faites la différence entre les deux, s'il vous plaît, parce que ce dont on parle maintenant, ce que Jean lui a répondu, ce que j'ai répondu, va concerner davantage cette période exceptionnelle, parce qu'en temps normal, ce n'est pas comme ça, enfin, c'est pas comme ça. C'est aussi comme ça si vous les utilisez, bon, pourquoi pas. Mais généralement, c'est structuré et c'est mieux, enfin, quand je dis mieux, c'est structuré et c'est intégré dans le projet lui-même. Voilà. Alors, entre-temps, j'ai effectivement ouvert le document qu'a envoyé. Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas ouvert sur le même PC que celui que j'utilise là, mais de Daniel. Donc effectivement, je vois donc un engagement de formation à distance. Vous avez précisé donc ce qui moi m'alerte peut-être, c'est que vous avez indiqué votre emploi du temps initialement prévu en présentiel s'applique à l'identique pour les cours à distance. Alors effectivement, c'est une difficulté que de transposer à distance un emploi du temps prévu en présentiel. Alors du coup, je ne sais pas si vous arrivez réellement ou concrètement, je ne sais pas comment vous l'avez mis en place. Alors, il y a des collègues tu vas pouvoir nous répondre, Daniel. Je sais qu'il y a des collègues à Mérignac, par exemple, qui font ça avec un groupe de stagiaires. C'est-à-dire que chaque formateur, chaque intervenant assure ses heures de face-à-face en face-à-face visio à distance. Donc, les stagiaires sont quasiment presque toute la journée en visio avec leurs différents formateurs. Donc là, on peut dire qu'on arrive à transposer strictement le présentiel en distanciel. Mais si on transpose avec des activités type e-learning, que je disais tout à l'heure, des ressources à consulter, des activités à faire, le temps, il me semble un peu différent. Donc peut-être que là, on va vous demander effectivement à l'issue de dire, mais attendez, comment vous pouvez me certifier que les stagiaires, s'ils sont sur un volume de 30 ou 35 heures par semaine, est-ce que vous êtes en mesure de me justifier qu'ils ont fait 30 ou 35 heures de formation par semaine et comment? Donc c'est peut-être le point d'alerte que je vous Surtout, Daniel, surtout Oui. que les 35 heures qui ont été mises en distanciel, les clients vont vouloir, et non pas seulement l'échange avec c'est-à-dire il y a un temps d'échange, un temps d'explication, comme en présentiel, hein, et il y a un temps de travail. Ce travail-là, s'il n'est pas, on aura un problème. Ça veut dire s'il n'y a pas de traçabilité des travaux des apprenants, là, on aura un problème. Alors, on a mis en place, en effet, dans l'urgence,
ce mode de fonctionnement. Et en effet, les formateurs, aux heures de cours, sont connectés sur Hangout avec tous les stagiaires. Donc, le groupe se connecte, le formateur fait son cours comme s'il était en présentiel, et nous avons mis en place un tableau de suivi pédagogique. Chaque onglet correspond à un stagiaire, et pour chaque cours, le formateur complète sur telle séance, le stagiaire a eu tel travail à faire, il l'a rendu à telle date, il a eu corrigé à telle date, et des observations sur ce qu'il y a à reprendre, à revoir, etc. Ben, très bien, mais effectivement, alors voilà, baliser tout ça et conserver effectivement, enfin ce que tu dis, voilà, on est dans les clous de tracer au maximum, d'avoir des justifications de toutes les situations. Donc voilà, ça c'est important Voilà, effectivement de pouvoir. Le seul problème, c'est qu'il y a des formateurs qui s'énervent à avoir à remplir tout ça, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. Ben, c'est-à-dire que ce qu'on me dit, après oui, je comprends que c'est déjà compliqué pour eux, il faut qu'ils changent leur support, leur façon de travailler, et leur demander en plus une exigence, toute cette traçabilité, c'est compliqué, mais c'est fondamental parce qu'effectivement, à un moment, on va nous demander de rendre des comptes, et même si on peut penser que, comme le dit Elias, que les commanditaires seront peut-être un peu plus souples, mais voilà, plus on prend nos gardes en traçant tout ça, mieux c'est aussi. Hein. C'est ça. Alors, il y a Hélène Ball, ma collègue CFC de la DAFPIC, qui voulait nous intervenir. Hélène? Vous m'entendez? Oui, Hélène, vas-y. Oui, par rapport aux actions région et au fait que la région pourrait être plus ou moins souple, en tous les cas, peut-être, on avait pensé effectivement qu'il pourrait être peut-être pas trop exigeant sur les notions de traçabilité. Je ne suis pas sûre que ça se confirme, ça, parce qu'on a reçu un document de la région, au-delà du premier document qui demandait un recensement de toutes les actions et pour savoir lesquelles allaient être différées, lesquelles allaient se poursuivre avec des modalités à distance. Dans la continuité, il y a un autre recensement qui a été demandé sur les actions justement qui vont se dérouler à distance. Il y a tout un ensemble d'informations à faire remonter où il pose des questions très précises sur quelles plateformes sont utilisées, quelles ressources sont utilisées, quel type d'activité pédagogique, est-ce qu'on a désigné des référents, des tuteurs, quelles sont leurs missions, quelles sont les modalités d'évaluation, quels sont les moyens pour contrôler la présence et l'assiduité, quelles procédures permettent de vérifier l'assiduité des stagiaires. Donc, en fait, il pose un tas de questions très, très précises. Donc, on peut imaginer qu'ils ne vont pas être enfin, en termes de simplification, je ne suis pas sûre que ça aille forcément dans ce sens-là. Hélène, tu as raison, mais c'est ce dont on a parlé, ce n'est pas de ça, bien entendu. Sur le portail de la DAFPIC, j'ai mis toutes les facs, les forts en question, qu'elles soient du ministère ou qu'elles soient de l'éducation nationale, travail, Greta, région, etc. Ce dont je parlais, c'est simplement, bien sûr, il faut remplir ces documents-là. Quelle modalité vous avez mis en œuvre? Forcément, on va répondre à la question. Je parlais des preuves. Ça veut dire des copies d'écran, ça veut dire des parties des agendas partagés, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais c'est ce que. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as parfaitement raison. Ils vont te demander. Ce dont on parlait avec Jean-Louis, c'est simplement sur les preuves. Ce n'est pas un parcours FOAD, e-learning, etc., construit avec un projet, avec une plateforme YK notamment, où là, la traçabilité, elle est extrêmement facile, mais vraiment, il n'y a pas plus facile. Donc là, c'était simplement, est-ce qu'une copie d'écran, ils vont l'accepter? Ils vont devoir l'accepter parce que je ne vois pas comment. Les deux sont, on parlait effectivement pas de, là on parlait des preuves, et bien entendu, il faut déclarer ce qu'on a mis à note. Oui, donc je repartage juste une slide, puisque pour compléter, donc au sens de la loi, donc les documents ou les pièces permettant de démontrer la réalité de la formation à distance, vous voyez, c'est ces trois niveaux qu'on a indiqués. Tous les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux, alors quelle qu'en soit la forme, mais il faut qu'il soit nominatif par contre. C'est-à-dire qu'un justificatif, c'est pas un questionnaire avec des réponses à côté, mais on ne sait pas qui l'a fait, quand il l'a fait, etc. Donc, quelle qu'en soit la forme,
un justificatif permettant d'accéder de la réalisation, pas de la présence. Hein. On ne parle plus de présence à distance, on parle d'assiduité, et l'assiduité, c'est par la réalisation des activités. Toutes les informations et données relatives à l'accompagnement, donc voilà, quand on parle des coups de fil, des vidéos, des mails, le cahier ou les documents que propose, dont parlait Daniel tout à l'heure, effectivement, il faut mettre en place tout ce qui vous permet de tracer tout ce que vous faites et les évaluations. Donc ça, c'est les 3 niveaux. Alors après, quelle que soit la forme que ça prenne, ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui permette de répondre à ces 3 niveaux. Et j'en avais terminé, moi, pour cette partie exposée, entre guillemets. Donc, juste pour, je vais aller à la dernière diapositive. Donc, si vous souhaitez, donc je l'ai dit tout à l'heure en début de webinaire, hein, tout ce PowerPoint, vous le retrouverez sur le site mis en place par le pôle R&D, là, sur le site web d'AFPIC, continuité pédagogique, réglementation. Vous retrouverez ce PowerPoint. Il y a également une vidéo avec ce PowerPoint sur lequel j'avais posé un commentaire audio. Si vous souhaitez accéder à un commentaire, ou proposer à des collègues d'y accéder, qui dure une vingtaine de minutes. Et bien entendu, nous aurons également les je vais y arriver, les vidéos des webinaires, qui sont proposés en différé également. Donc vous avez ces 3 niveaux. Et donc sur le site web, Elias est en train de le partager, vous voyez également aussi un renvoi vers le guide du FFFOD, donc le Forum français pour la formation ouverte et digitalisée, qui est un des acteurs majeurs de tous les sujets concernant la formation à distance. Et donc, toutes les informations réglementaires sont issues de ce guide, qui est très complet, très bien fait. Alors, on a essayé d'extraire les points saillants. Et on va vous proposer aussi, j'ai commencé à y travailler dessus, j'ai pas finalisé, un petit document synthétique qui reprend ces éléments. Donc, je me permets de le refaire à l'oral avant de mettre en ligne ce document. Donc, ce qu'il faut essayer de retenir, à mon sens, de ces problématiques, c'est que, 1, la loi, donc aujourd'hui, pour la formation à distance, elle prévoit 3 conditions qui permettent d'attester de la réalité d'une action de formation quand elle inclut des modalités de formation à distance. Le niveau d'information, le niveau d'assistance que nous aurons proposé, et le niveau d'évaluation qui permet de justifier. Donc ça, c'est les 3 principes de base. Avec ces 3 principes, sont associés 2 documents, à minima, 2 documents obligatoires. Ce n'est pas un minima, il n'y a que 2 documents obligatoires. La convention de formation et le certificat de réalisation en fin de parcours. Et ce que nous on a expliqué, c'est que dans une démarche de bonne pratique, on vous engage à plutôt rester dans les clous du décret de 2014, qui allait plus loin dans ses exigences, en proposant, en temps normal, un programme de formation qui vient préciser toutes les modalités du parcours, les modalités d'accompagnement. Donc, on vous propose là aussi de proposer véritablement un accompagnement ou un tutorat, selon le vocabulaire que vous utilisez, mais aller au-delà de l'assistance, de la simple assistance. Et le protocole individuel de formation dans les situations qu'on a présentées tout à l'heure. Donc, soit en cas de litige, soit en cas de parcours long. Et la notion essentielle après, qui a plus lieu à la conception, mais qui a un rebond derrière dans la justification et dans la traçabilité et dans la conception pédagogique, c'est cette notion de durée estimée forfaitaire pour les stagiaires. Donc, j'espère que tout le monde a, au-delà des cas d'individualisation, lorsque vous avez des groupes, si vous leur proposez un module de 10 heures, la durée estimée de ce module est de 10 heures pour tous les stagiaires qui suivent la formation en même temps. Et c'est cette durée estimée que vous facturerez, quel que soit le temps réel nécessaire à chaque individu pour réaliser ce parcours. Voilà, écoutez, pour ma part, nous sommes encore ouverts aux différentes questions des uns et des autres, ou problématiques qui se posent. Avant la première des questions, j'espère que vous avez vu ce document qu'on vous a montré. Il est extrait du même guide et il est très bien fait. Donc, vous avez ici les exemples d'activités, les exemples de preuves, exemples de moyens de récupération de la preuve. Je vous répète, parce que c'est très très important de faire la distinction entre ce qui se passe dans cette période exceptionnelle et ce qui se passe en temps normal.
je profite de la présence d'Hélène également. Nous avons lancé à la DAFPIC, nous sommes tous mobilisés, CAFOC, DAVA, je ne veux pas les citer tous les services sont mobilisés avec le Greta CFA pour la continuité pédagogique parce que d'abord, c'est normal, et ensuite, ce sont les recommandations ministérielles. Ensuite, vous êtes tous mobilisés auprès de l'apprenant. Cet apprenant qui est chez lui et que vous avez mis en place des actions, parfois à la volée. Ceci ne veut pas dire que les actions ne sont pas bonnes. Hein. Quand je dis à la volée, c'est-à-dire que vous avez dû faire face, hein, vous étiez en présentiel et d'un seul coup, vous allez être en distance. Donc, vous avez fait ce que vous avez pu. Il faut remplir, bien entendu, toutes les déclarations demandées par la région, au Pôle emploi ou autre. Cependant, avez-vous plus d'informations sur les examens de BTS? Moi, j'ai des informations sur les examens de BTS parce que hier, on avait fait le point sur les BTS industriels. Comme vous savez, hein, il y a un problème de timing, hein, donc on prend du retard et à mon avis, on s'achemine. J'ai dit à mon avis, et là, c'est pas de tout quelque chose d'écrit. À mon avis, d'ici 2 ou 3 jours, on aura le document final du ministère qui précise autant pour le bac que pour le brevet, que pour les BTS, que pour les licences, etc. Mais à mon avis, ce n'est que mon avis, on va devoir faire avec, entre guillemets, ce qui a été fait, contrôle continu, etc. Avec des modalités de certains BTS qui sont un peu particuliers, etc. Mais je pense que d'ici le milieu de la semaine prochaine, on aura quelque chose. Donc, je reprends ce que je disais. Avec Jean-Louis Santonneau, nous sommes à votre disposition. Toute la DAFPIC est à votre disposition si vous avez des clarifications. Cet après-midi, on fait un webinaire, entre guillemets, hotline. Ça veut dire qu'on peut traiter de vos exemples, de vos besoins. Ça veut dire si vous avez des preuves, on va voir comment on peut les faire pour les mettre dans un document, etc. On va mobiliser d'autres pratiques hein, qu'on a traitées dans les webinaires précédents. Donc, par exemple, hier matin, c'était comment imprimer, fusionner des documents, rassembler des documents dans un seul PDF, etc. etc. Ce n'est qu'un exemple, ça va de soi. Mais donc, on se mettra à votre disposition. Pour la loi est claire, elle dit 2 choses, puis ensuite, il y a la pratique, donc dans le sens de la qualité, et il y a ce que exige le client. Comme preuve. Donc, le Greta CFA ne peut en aucun cas, Aquitaine, ne peut en aucun cas faire l'impasse sur la digitalisation au sens large du mot. Attention, Jean-Louis l'a bien dit tout à l'heure, on n'est pas habitué au Greta CFA Aquitaine au distanciel 100%, contrairement à ce qui peut exister sur le marché. On est plutôt sur un format d'hybridation, ça veut dire une partie distancielle et une partie présentielle. C'est le cas des projets que nous avons, par exemple, un projet en Dordogne qui est radioprotection, qui est basé, parce que la loi l'exige, sur 7 heures de présentiel et sur, je crois, de peut-être 14 heures de distanciel. À moins que je me trompe d'une heure ou deux, je ne sais plus. Donc, tout ceci va arriver dans la phase 3. Il y a la phase 1, qui était donc vos données, on va dire les clés de comment on peut mettre en ligne assez facilement en cours des ressources, inscrire des apprenants, collaborer avec les collègues. Dans la suite, c'était répondre à vos problématiques particulières, comment ceci, comment cela, et comment assurer la traçabilité notamment. Donc voilà, 2, etc. Et ensuite, ça va continuer sur un travail beaucoup plus spécifique dans un domaine précis avec les collègues CFC en charge des CFC sectoriels de la DAFPI. Donc, vous n'avez qu'à regarder l'agenda, hein, tout est écrit. Et ensuite, il va y avoir une 3e phase, où on va encore mettre des webinaires sur tout ce que nous avons reçu comme demande et ce que nous avons imaginé. Si le confinement s'arrête demain, il va y avoir une phase plus tard, concertée au sein de la DAFI, du CAFOC, pour mettre en place ou pour essayer de poursuivre des moments de rencontre entre vous et nous sur des thématiques, soit qui remontent de terrain, soit etc. Mais il y aura des modalités
Bien entendu, il y aura une diffusion de l'information une fois que ce soit acté au niveau, entre guillemets, administratif. Quand je dis administratif, c'est pas péjoratif. Quand ce sera acté au niveau du CAFO. Eh bien, à partir de là, on va probablement être davantage en contact les uns les autres sur des problématiques de quotidien et on pourra rassembler nos forces dans ce sens. Vos questions. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à ouvrir carrément votre micro. Il nous reste 7 minutes, mais on est là jusqu'au moment où vous n'aurez plus de questions ni de besoins pour l'instant. En sachant qu'on peut se retrouver cet après-midi à partir de je ne sais plus quelle heure, je crois que c'est 15h30 ou 16h, pour répondre plus particulièrement sur des preuves que vous aurez à nous montrer par le partage de l'écran et on vous donnera, soit des documents, etc., on vous donnera un avis, j'espère, éclairé là-dessus. Pas de questions, chers collègues? Pas de questions. Pour revenir sur les avenants, ils sont établis à partir des prochains... Je reprends, ça passe dans le livre. Donc, pour revenir sur les avenants, ils sont établis à partir des prochains jours, puis des rétroactivités. Je prenais votre micro, je crois que j'ai compris, mais rétroactivité sur quoi? Est-ce que c'est sur avant le confinement? Non, si effectivement, comme nous l'avions évoqué tout à l'heure, nous mettons en place des avenants pour établir la formation à distance dans les parcours engagés, on va les établir à partir des prochains jours, mais la formation à distance, elle a été engagée pour bien des cas à partir du 16 mars. Ah, d'accord, mais effectivement, là, effectivement, l'avenant doit débuter à partir du 16 mars. C'est-à-dire que cet avenant stipule la date de début et la date de fin. Enfin, la date. Stipule au moins la date à partir de laquelle la formation à distance a été mise en place. Très bien, merci. Chers collègues, ne partez pas avec votre question. Je vous assure qu'il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses. Et c'est pas moi qui le dis. Bien, merci Madame Pujol. Merci Madame Parago. Merci à tous ceux qui ont remercié. Merci Camille. Sachez également que, je le répète souvent, mais que le portail de la DAFPIC est mis à jour en temps réel. Et vous avez vraiment tout. C'est-à-dire que vous avez même les liens vers les facs, notamment le Greta CFA. Hein. Vous avez tout, absolument tout. Merci Hélène, bonne journée. Merci Isabelle. Merci Marie-France. Eh bien, chers collègues, si vous n'avez pas de questions, veuillez vous déconnecter en cliquant sur le combiné téléphonique qui est juste à droite du... Merci, au revoir. Mais donc, à droite du microphone. Si vous êtes là, ça veut dire c'est pour poser des questions et on sera là autant qu'il le faudra pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur Baudy. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Merci. Madame Léo, merci. Merci. Bon courage à vous aussi. Au revoir Jérôme, à bientôt.